Bienvenue dans le QG Week-end, voici les titres de l'actualité. La République démocratique du Congo veut intégrer la CAE, Communauté de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui pourrait garantir le développement et la stabilité dans la sous-région. La compagnie aérienne sud-africaine confrontée à une situation économique préoccupante, la South African Airways demande une aide du gouvernement pour survivre à l'exercice financier en cours. Et puis un guide pratique des affaires a été mis au point au Togo, un document qui vise à faciliter l'accès des investisseurs au marché togolais. Le gouvernement souhaite ainsi améliorer le climat des affaires. La République démocratique du Congo veut rejoindre la Communauté de l'Afrique de l'Est, une adhésion qui porterait à 7 le nombre de pays membres et qui pourrait renforcer le développement et la stabilité dans la sous-région. Corinne Kamsefem. La Communauté de l'Afrique de l'Est va finalement s'étendre à la République démocratique du Congo qui a officiellement fait sa demande d'admission. Le 8 juin 2019, le président Félix Tshisekedi a écrit au président rwandais Paul Kagame, par ailleurs président en exercice de cette organisation sous-régionale, pour l'adhésion de son pays. Adhésion qui garantirait un développement mutuel et une stabilité dans cette sous-région. La RDC est notamment exposée à la déstabilisation depuis quasiment 3 décennies. Et la majeure partie notamment des territoires à partir desquels la RDC est déstabilisée sont essentiellement des pays notamment d'Afrique de l'Est. Donc évidemment, l'adhésion de la RDC à cette communauté pourra permettre de régler ces différents politiques avec ses voisins. La Communauté de l'Afrique de l'Est, vaste de 1,8 million de kilomètres carrés, est constituée du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie, avec une population estimée à 135,4 millions de personnes. 6% de ces exportations sont dirigées vers la République démocratique du Congo via les ports de Mombasa au Kenya et Dar es Salaam en Tanzanie. L'Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, a connu un bond substantiel ces dernières années. Donc, il est évident qu'avec la route La Soie, qui est initiée par les Chinois, et également avec la zone de libre-échange qui a été initiée récemment, cela va permettre de renforcer la libre circulation évidemment des capitaux et des personnes dans cette partie notamment de l'Afrique. La RDC est un véritable réservoir en termes de ressources naturelles. C'est depuis 2010 que la République démocratique du Congo ainsi que le Malawi et la Zambie avaient été invités à intégrer la Communauté de l'Afrique de l'Est sans suite. Depuis son accession au pouvoir en janvier 2019, le président Félix Tshisekedi développe une diplomatie offensive qui se traduit par de multiples partenariats bilatéraux et multilatéraux. Au Bénin, la situation de Boni Yayi préoccupe ses avocats. L'ancien président est toujours en résidence surveillée depuis les violences post-électorales du 1er mai. Selon les avocats, la santé de leurs clients se serait dégradée. Ils parlent de machinations et d'arrestations préméditées. Reportage de notre correspondant, Leftionou. Les avocats de l'ancien président Boni Yayi dénoncent une volonté préconçue d'arrêter leurs clients en quasi-résidence surveillée depuis les violences post-électorales du 1er et 2 mai. En conférence de presse ce samedi, les avocats de l'ex-chef d'État sont revenus sur sa situation et la procédure judiciaire à son encontre. Le juge d'instruction en charge du dossier s'est porté une deuxième fois au domicile de Boni Yayi sans pouvoir l'interroger. Ceci en raison de son état de santé toujours critique. Sachez noter qu'à la date d'aujourd'hui, ses pieds sont enflés, sont tous enflés, ses jambes sont enflées. Nous n'avons pas confiance en l'indépendance d'un juge dans un cas pareil, révélé par la presse nationale. Un juge qui est dans les liens d'une poursuite disciplinaire, sous la tutelle du garde des Sceaux, jouant le rôle de l'organe de poursuite contre lui, ne peut pas venir ici garantir une justice impartiale et équitable à un adversaire politique du garde des Sceaux. Selon ses avocats, l'ancien président Boni Yayi serait victime d'une machination visant son arrestation. Pour eux, Boni Yayi est la seule personnalité de l'opposition à subir les tracasseries dont il est l'objet. Dans quel pays, dans quelle démocratie, dans quelle société où une justice qui se dit indépendante et impartiale, un juge peut refuser à un ancien chef d'État le droit de se faire soigner par un médecin dans l'hôpital de son choix? Ce n'est pas un privilège qui est accordé à M. Boni Yayi. M. Boni Yayi dérange. Il dérange profondément parce que de tous les leaders politiques de la résistance, de l'opposition, M. Boni Yayi est encore le seul homme politique présent physiquement sur le territoire national qui a refusé la contrainte de l'exil.
Ces conseils craignent une partialité de l'appareil judiciaire dans l'affaire. Toutefois, à travers un point de presse ce 14 juin 2019, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a affirmé que les affrontements entre forces de l'ordre et population dans la ville natale de Boni Yayi ont engendré une trentaine de blessés côté soldats. Il a rassuré que la situation est sous contrôle au centre et au nord du pays. En Afrique du Sud, la South African Airways est toujours en difficulté économique. La compagnie aérienne demande une nouvelle aide du gouvernement pour survivre à l'exercice financier en cours. Malgré les opérations de sauvetage du gouvernement, l'entreprise cumule les pertes financières depuis 2011. Un sujet de la rédaction. La South African Airways sollicite à nouveau une aide financière du gouvernement sud-africain. La compagnie aérienne nationale demande 266 millions de dollars pour soutenir ses opérations jusqu'à la fin de l'exercice financier en cours. Depuis 2011, l'entreprise publique cumule les pertes financières exacerbées par le manque de financement pour régler sa dette. Nous sommes en pourparlers avec les prêteurs au sujet du remboursement des 3,5 milliards de rand et de la prolongation des 9,2 milliards de rand sur une longue période de temps. Le remboursement des 3,5 milliards de rand nous ouvre la porte à des liquidités supplémentaires pour l'exercice financier en cours. Le gouvernement a procédé à des opérations de sauvetage qui n'ont pas suffi à consolider le bilan de la South African Airways. Le ministre des Finances, Tito Mboweni, avait proposé en novembre 2018 de fermer la compagnie aérienne qui représente une lourde charge pour le gouvernement. Une proposition refusée par le président Cyril Ramaphosa qui s'est engagé à rétablir les finances des sociétés d'État. Je pense que la situation de South Africa Airways est assez illustrative de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du transport aérien. La plupart des compagnies sont en difficulté et nécessitent une intervention financière de l'État. Il y a donc ce dilemme entre est-ce qu'il faut maintenir une gestion publique de ces compagnies ou alors opter pour une gestion privée, totalement privée. En regardant les difficultés d'une compagnie aérienne telle que South Africa Airways, il ne faut pas oublier que le transport aérien est aussi un instrument de souveraineté. Donc, un grand pays comme l'Afrique du Sud peut-il se résoudre à ne pas avoir de compagnie aérienne qui fonctionne? C'est une première question. Le PDG de la South African Airways, Vuyani Jarana, prévoyait un retour à la rentabilité d'ici 2021 grâce à un plan de redressement. Toutefois, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette stratégie de relance ont conduit à la démission de ce dernier début juin. Zukisa Ramassia a été désignée directrice générale pour assurer l'intérim. Au Togo, un guide pratique des affaires a récemment été lancé. Ce document de référence compile les informations utiles pour investir ou entreprendre dans le pays. L'initiative renforce les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat des affaires. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. C'est un document d'une centaine de pages qui résume les informations nécessaires pour un investisseur ou un entrepreneur désirant faire des affaires au Togo. Dans la première partie du guide Pratique des affaires au Togo, on trouve notamment les atouts géographiques et culturels dont dispose le pays. La deuxième partie, c'est comment créer et administrer son entreprise. Vient en troisième position les opportunités d'investissement, où nous parlons notamment du PND, mais également les opportunités de financement. Et il y a une masse d'informations qui proviennent notamment de sources institutionnelles, de sources officielles, mais c'est très difficile pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets, d'avoir accès à toutes ces informations. L'autre point présenté dans ce document est relatif au coût de facteurs de production, puis en dernière position, l'usager de ce guide découvre les informations pratiques. Ce guide pratique des affaires au Togo vient renforcer les efforts du gouvernement s'agissant de l'amélioration du climat des affaires. Ce guide, je pense que ça nous facilite l'environnement de l'investissement au Togo. C'est-à-dire qu'on a toutes les informations qu'il faut, vers qui s'adresser et en cas de problème, quelle structure pourrait faire même l'arbitrage, parce que souvent on ne sait pas à quel sein se vouer. À noter que l'Assemblée nationale a adopté le 11 juin un nouveau code des investissements. Il consacre plusieurs innovations, notamment des avantages fiscaux spécifiques et compétitifs pour les sièges régionaux d'entreprises internationales. L'OMS s'est réunie en comité d'urgence ce vendredi après la découverte en Ouganda de cas d'Ebola. C'est la troisième réunion depuis le début de l'épidémie en août 2018 en République démocratique du Congo. Mais l'OMS renonce à déclarer l'urgence sanitaire mondiale. Un sujet de la rédaction.
L'épidémie d'Ebola continue de faire des victimes sur le continent. 2 personnes contaminées appartenant à une même famille ont perdu la vie en Ouganda cette semaine, après s'être rendues en République démocratique du Congo, où sévit actuellement le virus. L'OMS, réunie en comité d'urgence ce vendredi, a toutefois estimé que l'épidémie ne constituait pas une urgence sanitaire mondiale, le risque de propagation au niveau international étant faible. L'épidémie constitue une urgence sanitaire pour la RDC et la région, mais elle ne remplit pas tous les critères pour être déclarée urgence de portée internationale. À un moment où l'épidémie est un événement extraordinaire, avec un risque de propagation internationale, la réponse en cours ne serait pas améliorée par des recommandations temporaires comme celle du règlement sanitaire. C'est la 3e fois que l'OMS se réunit en comité d'urgence depuis août 2018, au fur et à mesure que l'épidémie se propage en République démocratique du Congo. Déjà plus de 2100 cas d'Ebola y ont été enregistrés et plus de 1400 malades sont morts. Un bilan qui n'a pas suffi à classer Ebola au stade d'urgence sanitaire mondiale. Il faut quand même savoir que Ebola se transmet de façon exponentielle très très vite et fait tout de suite des morts. Le fait de déclarer que Ebola est une épidémie dans certains pays africains représente un enjeu parce qu'il faut savoir que ça impacte l'économie. Il faut complètement fermer toutes les frontières. Donc c'est un certain nombre de dispositions quand même qui si vous voulez, qui bloquent un pays. L'Ouganda, pays frontalier à la République démocratique du Congo, était placé en état d'alerte depuis le début de l'épidémie. L'OMS a révélé ce vendredi avoir dû réduire une part de son travail de préparation dans certains pays voisins à cause du manque de soutien financier international pour éradiquer de manière effective l'épidémie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.